Bonjour à tous et à toutes et au reste d'entre nous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accompagner pour cette quatrième séance sur les politiques du Caire en Argentine, politique au sens le plus large du terme. C'est une séance qui nous tient à cœur, notamment dans ces contextes de crise sanitaire, de crise sociale, de crise politique, qui rend parfois l'atmosphère générale assez anxiogène, notamment dans un régime capitaliste néolibéral qui exacerbe les inégalités, les précarités et qui rend les conditions de vie parfois très difficiles du point de vue matériel, mais aussi émotionnel. D'où l'importance du care, de réfléchir à ces personnes qui prennent soin de nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que collectivité. Et aussi, d'où l'importance de réfléchir comment nous-mêmes, on peut être vecteur ou actrice ou actrice de soins. Donc, pour cette séance, on va refaire un point avec Ana et Fernanda sur les réformes en cours. Puis, on va faire une heure d'intervention, une demi-heure chacune pour les deux communications. Et puis, on va encore une fois centraliser les questions. Cette fois-ci, c'est à moi de m'envoyer des questions par le chat interne. Et du coup, je les poserai à la fin aux intervenantes. Du coup, je te laisse la parole, Fernanda. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui, oui. Ok. Donc, je veux vous parler un petit peu sur la question de l'enseignement supérieur au Brésil. Moi, je suis en France que depuis 3 ans, donc je ne me sens pas très capable de vous parler sur les systèmes d'enseignement supérieur français. Cependant, mon regard d'étrangère venu d'un pays où l'université publique est aussi sous attaque à la fois néolibérale et autoritaire, ça me pousse à penser que la comparaison entre les deux pays peut servir à illuminer certains problèmes particuliers à l'université française, ainsi qu'à lancer la lumière sur d'autres problèmes que nous partageons internationalement. Bon, pour commencer, je vais vous présenter rapidement le système d'enseignement supérieur au Brésil. Le Brésil compte avec moins de 300 institutions d'enseignement supérieur public qui accueillent vers 2 millions d'étudiantes en licence et plus de 300 000 étudiantes en post-graduation, ça veut dire master, doctorat, post-doctorat. C'est extrêmement peu pour un pays de plus de 17 millions de personnes en âge universitaire. En fait, pour étudier dans une de ces institutions, qui sont des institutions publiques et d'excellence, il est exigé que l'étudiante soit approuvée dans un examen très sélectif, une espèce de baccalauréat qui s'appelle le vestibular. Il n'est pas rare que la compétition pour avoir une place à l'université publique institue des taux d'entrée dérisoires à raison d'un candidat admis sur 80 candidatures, par exemple. Il est évident qu'un système universitaire comme ça, pareil à tant d'autres dans le monde, a servi à reproduire l'inégalité des classes. Mais si historiquement les vainqueurs de cette course pour une place à l'université étaient toujours les enfants des élites, ceux qui avaient étudié dans les meilleures écoles privées, beaucoup a changé dans les dernières 15 ans. Depuis 2005, la plupart des institutions publiques adoptent des systèmes d'action affirmative, des quotas ethnico-raciales et sociales, qui réserve environ la moitié des places dans l'université aux étudiants afrodescendants, indigènes ou issus des classes populaires. Ces étudiants représentent aujourd'hui à peu près la moitié du corpus étudiant des universités publiques au Brésil. Et il faut le souligner, les universités publiques au Brésil sont, jusqu'ici, absolument gratuites. Pour faire une licence, un master ou un doctorat, on paye absolument rien. Et il n'y a pas de différence entre les ressortissants du Mercosur et les étudiants extra sud-américains, par exemple. Si tu es un étudiant étranger, tu peux étudier gratuitement aussi. En plus des projets d'initiation à la recherche scientifique ou des programmes d'études tutorées, offrent des bourses d'études d'environ 400 reais par mois, un peu plus que 50 € aux jeunes
étudiants en licence. Ce sont toute une génération et là, je m'inclus. Contrairement à ce que je vois en France, il n'existe pas dans l'université publique au Brésil la figure de professeur vacataire. Les cours en licence sont tenus par les enseignants titulaires et les étudiants sont traités comme des chercheurs en puissance, pouvant accéder dès le début de leur parcours universitaire aux espaces de recherche et aux débats académiques. Il faut aussi dire que presque 60% de tous les étudiants universitaires au Brésil sont des femmes et que 45,5% des enseignants des universités sont aussi des femmes, ainsi comme 49% des chercheurs du pays sont des femmes, parmi tous les domaines des connaissances. 60% de toutes les bourses de recherche au Brésil sont octroyées aux femmes aussi. Fréquemment placées dans les rangs plus bas de l'échelle universitaire, majorité dans les cours des sciences humaines qui sont ciblés actuellement par les gouvernements, elles sont spécialement menacées par l'austérité économique imposée par la gestion Bolsonaro à l'enseignement supérieur. Mon parcours universitaire, et là je veux faire un petit lien avec les thèmes de notre séance. Donc mon parcours universitaire en tant qu'étudiante, chercheuse et après enseignante dans différentes universités publiques brésiliennes m'a appris que le rôle de l'enseignement supérieur ne se résume pas à la recherche, à la production de la connaissance ou à sa transmission. Faire partie d'une université est faire partie d'une communauté. Occuper une place en tant qu'enseignante ou fonctionnaire dans cette communauté nous oblige, au-delà des tâches professionnelles ou scientifiques, à rentrer en relation avec des gens, à faire des liens avec des collègues, des étudiants. C'est dans ces liaisons quotidiennes qu'on se rend compte de l'importance composant de l'attention à l'autre, du soin, de ce que c'est convenu appeler l'équerre. Il s'agit d'un type de travail typiquement féminisé, privatisé et dévalorisé, et ça se reproduit malheureusement à l'intérieur de l'université. Je suggère que l'université publique brésilienne peut être comprise aussi au-delà de ses capacités scientifiques en tant qu'institution d'équerre. À l'instar d'une alma mater, une université offre un espace pour la reproduction de la connaissance, produit des liens entre les générations, accueille des jeunes étudiantes et, dans les cas de ces institutions brésiliennes comme je les connais, s'occupe aussi des conditions basiques de leur existence en les offrant de l'alimentation pas chère, les logements, les bourses d'études, l'attention psychologique et à la santé, etc. L'université, comme on le sait, elle est historiquement, en France ou en Brésil, l'endroit de production de réseaux et de résistance. Il me semble que l'attaque politique à l'université publique au Brésil est en continuation logique du coup d'État patriarcal vécu au niveau présidentiel en 2016, qui a enlevé la première femme présidente du pouvoir. Il s'agit de la poursuite d'un projet de pays où l'attention à l'autre, soit à l'enfant, aux jeunes, à la population âgée ou aux malades à ce moment, n'est pas vue comme un souci public, comme une préoccupation de l'État, mais comme une question privée en affaires de famille. Selon cette mentalité, l'université, publique ou privée, peu importe, sert à produire les profits, et c'est tout. Il est triste à voir qu'au sujet de l'université, les gouvernements brésiliens et les gouvernements français sont plus semblables qu'ils veulent faire croire. Et bon, voilà, c'est ça que j'avais à ajouter. Merci. Et je passe la parole à Anna qui va nous présenter quelques vidéos qui ont été produites dans le cadre de l'Université ouverte. Allô, vous m'entendez? Alors, merci Fernanda pour cette présentation. Je vais aller très vite. En fait, je vais vous présenter une seule vidéo et vous présenter très rapidement ce qu'est l'Alper. Bon, pendant toutes ces séances, toutes les séances de GFMLAT, on a déjà un peu parlé de ce qu'est l'Alper en début d'atelier. Alors, il nous a semblé très important de continuer à le rappeler, d'autant plus qu'on est dans un contexte de promulgation de lois liberticides en ce moment, et surtout après la manifestation de samedi dernier, qui a été très réprimée par la police, nous invitons en fait à venir à la manifestation qui aura lieu jeudi prochain, qui sera une manifestation de l'enseignement supérieur et de la recherche.
c'est une journée de mobilisation de jeudi. Et en fait, on appelle à se réunir, à tous les étudiantes et à tous les collègues, à se réunir en assemblée générale, à se mettre en grève, si possible, le jeudi 10 décembre, et à rejoindre les manifestations et rassemblements partout sur le territoire. Pas seulement pour la loi de programmation de la recherche, et on demande aussi le retrait de la loi de sécurité globale. On demande globalement aussi on défend globalement aussi nos droits et nos libertés universitaires, et pour la réouverture des universités aux étudiantes avec des moyens qui soient matériels et humains, qui soient nécessaires. Donc le prochain rendez-vous sera à Paris, sera à Jussieu à 14 h. Il y aura une manifestation prévue donc de Jussieu jusqu'à Matignon. Et normalement, il y aura aussi des événements un peu partout en France. Pour avoir toutes les informations, vous pouvez suivre le site Université Ouverte sur les réseaux Facebook et Twitter. Et pour revenir à la question de la LPR, je vais vous présenter une petite vidéo. Je vais voir si j'arrive à la faire projeter. Vous me direz si c'est bon pour vous ou pas. Hop, pour que ça ne prenne pas trop de place. Tac. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à la voir? Ok. Hop. Il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son pour vous? Tac. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Toujours pas de son? Tu dois partager avec le son, en fait, dans les options de partage. D'accord. Hop. Je vais le relancer. Attendez-moi. Hop. Ah oui, d'accord. Très bien. Tac. Là, ça devrait marcher. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Fanny Gallo, historienne, membre du comité de mobilisation des facs et des labos en lutte. Et je souhaitais aujourd'hui revenir sur les effets donc, de la LPPR sur l'égalité femmes-hommes, en soulignant dans un premier temps le fait que dans l'élaboration de cette loi, donc dans tout le processus depuis 1 an, aucune des instances représentatives sur ces questions n'a été consultée. Donc que ce soit le Haut Conseil à l'égalité, qui a produit une note sur justement l'impact que pourra avoir cette loi, je vais y revenir juste après, mais également les chargés de mission pour l'égalité femmes-hommes dans les universités, qui alors même qu'elles sont très impliquées en ce moment dans l'élaboration d'un plan d'égalité femmes-hommes justement dans les universités, et aussi qu'elles sont aux premières loges de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui touchent l'université depuis déjà probablement des années, mais dont voilà, il est davantage question ces derniers temps. Alors ça, donc, premier élément très important, voilà, le fait que aucune analyse n'a été faite sur quel impact ça pourra avoir cette loi, aucune consultation sur l'impact de ces lois du point de vue d'égalité femmes-hommes. Le deuxième élément important à évoquer à mon avis, c'est la division sexuée du travail qui existe dans l'enseignement supérieur et la recherche comme dans l'ensemble des secteurs de la société. C'est-à-dire que tendanciellement les femmes ne font pas les mêmes métiers que les hommes, ne sont pas dans les mêmes disciplines d'une part, et d'autre part, plus on gravit les échelons, moins on trouve de femmes, présidentes d'université par exemple, professeurs d'université, autre exemple, mais y compris chez les collègues personnels BIATS, où on voit bien que dans les postes les plus élevés des universités, on trouve principalement des hommes. Donc ça, c'est un premier élément, et en réalité, depuis quelques années, disons depuis une quinzaine d'années, dans ce contexte général, on a une aggravation de la précarité,
une augmentation très importante de la précarité. Hein. Dans mon université, donc à l'université Paris-Est-Créteil par exemple, 30% des personnels à peu près sont contractuels et ou précaires, et parmi eux finalement, il y a 60% de femmes. Donc qu'il s'agisse des personnels BIATS, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, le gros des précaires, en réalité, ce sont des femmes et ça continue d'être des femmes. Et alors, que va faire la LPPR là-dedans? Dans la mesure où la LPPR va accentuer cette précarité, qui est déjà grandissante, hein, puisqu'elle va mettre en place des CDI de mission, par exemple, c'est-à-dire des contrats courts. Donc ça, de fait, ça accentuera la précarité. Et on le voit déjà, y compris, hein, pas seulement pour les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses, mais aussi pour les personnels. On peut supposer, mais on se doute, que de fait, ça va avoir des conséquences absolument désastreuses pour les femmes et pour l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors pourquoi est-ce que la précarité, c'est un problème ? La précarité, c'est un problème parce que, bien sûr, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et c'est un problème parce que dans l'enseignement supérieur et la recherche, voilà, ça crée des burn-out, ça crée des dépressions, ça crée une difficulté permanente à se projeter, une recherche permanente de nouveaux contrats pour exister, pour espérer peut-être un jour, là je parle peut-être davantage pour les chercheurs, les chercheuses, les enseignants-chercheurs, les enseignantes-chercheuses, mais voilà, obtenir un poste alors même que le nombre de postes se réduit toujours plus, alors même que voilà, augmente le nombre de précaires pour assumer quand même tout un tas de tâches qui sont absolument essentielles. Autre élément important à propos de cette LPPR, c'est qu'en définitive, elle va exacerber tous les comportements individualistes, toutes les logiques de compétition et de concurrence. Et on le sait, ce sont des logiques qui desservent les femmes, qui desservent l'égalité femmes-hommes, mais au-delà de ça, qui ne permettent pas que l'ensemble des personnes dominées dans cette société, hein, les personnes non blanches, les personnes en situation de handicap, etc., puissent atteindre une égalité qui est centrale dans un service public d'enseignement supérieur et de la recherche qui est celui qu'on porte. Qu'est-ce que ça voudrait dire une politique pour l'égalité femmes-hommes? Une politique pour l'égalité femmes-hommes, aujourd'hui, ça signifie obligatoirement une augmentation des financements pérennes, ce que ne va pas permettre la LPPR, puisqu'elle va les réduire encore davantage, et des recrutements absolument massifs dans l'enseignement supérieur et la recherche, des recrutements de postes, de fonctionnaires à tous les niveaux. C'est la seule condition en réalité pour favoriser l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui me semble important, c'est la revalorisation de l'enseignement. C'est-à-dire que la LPPR n'évoque que la recherche, alors même que nous sommes des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, que notre vocation, c'est justement cette articulation entre l'enseignement et la recherche qui fait qu'on fait une recherche qui se nourrit au quotidien et qui est nourrie de nos étudiants et de nos étudiantes. Et en réalité, on le sait, et toutes les études le montrent, les femmes s'investissent bien davantage dans toutes ces tâches pédagogiques qui sont largement dévalorisées et qui sont totalement dévalorisées en réalité aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est de revaloriser justement ces tâches d'enseignement, de leur donner davantage de visibilité pour justement arriver à cette égalité femmes-hommes. Donc c'est bon. Vous m'entendez toujours, hein? Parce que j'ai toujours peur que vous n'arriviez. Donc voilà, on tenait à vous montrer cette petite vidéo qu'on avait tournée il y a quelques mois avec Fanny Gallo, qui est historienne, et qui présentait un aspect qui est trop peu discuté sur l'effet de la LPR sur la précarité et surtout sur les femmes précaires, et qui nous a semblé important de le présenter aujourd'hui. Donc je ne veux pas prendre beaucoup plus de place ni de parole. Fernanda a déjà très bien parlé, donc je vais passer la parole aux filles pour qu'elles continuent, pour qu'elles commencent la séance. Gabrielle. Oui, merci Anna. Vous m'entendez? Oui? Ah, super. Bon. Merci beaucoup Anna et Fernanda pour vos témoignages et aussi pour la présentation de cette vidéo, que c'est très important pour réfléchir sur nos vies en tant qu'étudiants, doctorants, chercheurs, chercheuses, et nos vies précaires par rapport à cette loi. Et maintenant, on va présenter les intervenantes d'aujourd'hui.
Et nous sommes ravis d'avoir la présence de Johanna Kuning. Elle est docteur en anthropologie sociale et ethnologie. Elle a soutenu sa thèse en 2019 à la UHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, en co-tutelle avec la Universidad Nacional de San Martín. Elle fait maintenant un postdoctorat en anthropologie sociale à l'Université San Martín aussi, à l'Institut des hautes études sociales, IDAES, avec IDAES CONICET. Et Johanna nous présentera une communication intitulée Les pouvoirs du cœur, la agentivité des femmes dans la pampa argentine au temps de soja OGM. Et nous sommes également contents d'avoir parmi nous la présence de Julia Chrétien. Elle est master en sociologie à Paris 1, à l'Institut de développement de la Sorbonne, IEDES. Et sa communication portera sur qui s'occupe de nous et comment questionner le cœur à partir du travail au sein d'une résidence pour personnes âgées de la ville de Buenos Aires. Donc, je vous passe la parole à vous tous et bonne séance. D'accord, merci. Je pense que c'est à moi, n'est-ce pas? D'accord. Donc, je pense que, bon, au début, je tiens à remercier les organisatrices du séminaire. Et aussi, je voudrais m'excuser pour mon petit accent, comme on dit en français, qui a fait un gros accent. Car je n'étais pas résidente permanente en France depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai appris le français après ma vingtaine et bien que j'ai fait plusieurs séjours de doctorat à Paris récemment, je ne parle souvent plus le français depuis quelques années maintenant. Donc, je vous présente mes excuses. Donc, pour commencer, je pense qu'on doit partager ma présentation. Merci. Donc, ma communication a pour objectif de décrire et d'analyser à partir des pratiques et des diverses relations de soins, de care, l'agentivité des femmes en milieu rural dans la pampa argentine. L'étude se fonde sur l'analyse d'un travail de terrain ethnographique effectué entre 2014 et 2017 dans un district rural de la province de Buenos Aires qui s'organise autour de la culture et de la commercialisation du soja OGM. Les résultats de cette étude s'est concrétisé dans ma thèse de doctorat soutenue l'année dernière à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et en Argentine à l'Universidad Nacional de San Martín. Donc, on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le dialogue heuristique avec les théories et avec les pratiques de mes interlocutrices de terrain qui justifient celles-ci dans les termes du care m'a permis de nuancer, de questionner, voire de défier de manière analytique certaines études féministes du care. Car d'après moi, les pouvoirs d'agentivité du care offrent aux femmes une capacité d'agir qui n'est pas nécessairement émancipatrice ou antipatriarcale. La plupart d'études féministes du care privilègent une problématique de la division sexuelle inégale du travail domestique, où les hommes apparaissent comme des acteurs prioritaires de la sphère publique et les femmes et les identités féminisées l'étant dans les sphères privées. Néanmoins, dans ma communication que je vous présente maintenant,
je développe une perspective et une description de ce que j'appelle le care à large spectre. Dans ce sens, l'approche théorique que j'ai construite accorde une place importante aux données empiriques pour prendre en considération les différentes dimensions et procéder à des classements. Le spectre est dit large parce que son analyse prétend aller au-delà du foyer, c'est-à-dire dépasser les scénarios généralement assignés aux études du care. Les études féministes du care soulignent l'invisibilisation et l'oppression que subsistent les femmes pour être en charge de tâches inoffensives ou peu appréciées socialement, comme celles liées aux soins. Par exemple, on a le cas de Federici. Mais à mon avis, c'est justement cette innocuité présumée du soin qui offre aux femmes une capacité d'agentivité dans un contexte social conservateur qui les définit comme de femmes mères soignantes avec une éthique et des valeurs déterminées. Soigner est une affaire de femmes, peu valorisée socialement. Il justifie pourtant les actions extraordinaires des femmes qui participent aux activités que j'étudiais dans un contexte conservateur où la discrétion est appréciée. Se montrer comme différente n'est pas toujours la meilleure option pour les personnes que j'ai étudiées. Elles veulent être égales au reste de la communauté. L'exaltation du soin est une réponse agentive des participantes à ces tensions, réponse qui les mimétise et les rend semblables à toutes les autres femmes au moment où elles accomplissent des pratiques extraordinaires. En 1982, une psychologue états-unisienne féministe, Gilligan, a postulé une éthique du soin ou du care substantiellement féminine. D'après ces données empiriques, les hommes et les femmes développeraient deux idéologies morales différentes, non hiérarchisées mais complémentaires. Une idéologie masculine justifiée par une éthique de la justice, universelle et abstraite, et une autre féminine, une éthique des soins fondée sur la résolution pratique des problèmes moraux concrets, associée au sens de la responsabilité de la femme pour préserver les relations interpersonnelles. En suivant cette ligne de pensée, nous pouvons affirmer que, où j'ai travaillé, la population reproduit les dichotomies et l'essentialisme patriarcal qui établit une équivalence entre femme et mère et entre mère et soin. Cette égalisation se renforce de la puissante valeur symbolique accordée à la maternité en Argentine et un peu partout aussi en Amérique latine. Face à l'idée du care de Gilligan liée au côté maternel et affectif, Joan Tronto définit le care comme l'ensemble des activités sociales qui comprend tout ce que l'on fait pour maintenir, perpétuer ou réparer le monde en ayant comme but d'y vivre aussi bien que possible, ce qui inclut les soins du corps, de soi, du self et de l'environnement. Cette perspective dialogue avec l'analyse que je propose sur les pratiques du care à large spectre. Molinier aussi souligne l'importance du travail du care. Ce travail du care serait un sale boulot, à savoir un travail conditionné pour la division technique, sociale, qui est aussi une division morale et psychologique du travail. En plus du travail domestique de soins, réalisé gratuitement dans la sphère du privé, il y a le travail de soins salariés. Dans l'un et l'autre cas, ce travail de soins est invisibilisé, associé à la féminité avec laquelle ils se confondent, la femme bonne pour le relationnel, par exemple, associé aussi aux masculinités féminines. Cette perspective est d'une très grande importance pour comprendre ce que j'appelle le care global,
l'une des catégories analytiques que je présente en tant que care à large spectre. Finalement, je me rapproche des perspectives de Boyd et Treas qui indiquent à propos du cas qu'il étude que les femmes qui s'occupent de leur famille, des personnes âgées, des petits enfants et ont dans la plupart du cas un travail rémunéré, tirent une source de satisfaction et de l'accomplissement de tous ces rôles. Les actrices, dans ces cas, expriment que plusieurs, les autrices, je veux dire Boyd et Treas, expriment que plusieurs études sur le care ignorent la résilience et la capacité d'adaptation des femmes. C'est-à-dire que le care est aussi source d'agentivité et pas seulement d'oppression. Torralbo et Hall observent de manière ethnographique les femmes du troisième âge qui participent aux ateliers de tricot qui se déroulent à Santiago de Chile. Leur conclusion indique que si les femmes ne parviennent pas à se défaire complètement des obligations morales, ils jouent de leur position de genre et parentale, être grand-mère, mère ou conjointe, elles parviennent à exprimer leur vision et leurs désirs dans l'atelier en dépassant ces obligations. En ce sens, les auteurs estiment qu'il peut y avoir de l'agentivité au-delà de l'oppression suivie par les femmes. En dernier lieu, à partir d'une ethnographie de migrantes péruviennes au nord du Chili, Guisardi et Hall concluent que la maternité se constitue dans le contexte de la vie de ces femmes qui vivent à la frontière comme une expérience radicale de la liminalité, entrée et sortie des conditions de empowerment ou autonomisation, comme vous dites en français, et de la subalternité, d'agentivité et de soumission. On passe maintenant, s'il vous plaît, à la diapositive suivante. Donc, je cite à Guisardi et Hall, ceci pousse les femmes vers une condition de liberté qui nous fait penser à l'ironie dont Marx traite ces concepts dans les chapitres désormais classiques qu'il consacre au processus d'expropriation des terres en Europe. Les femmes sont libres étant donné qu'elles sont radicalement dépourvues d'alternatives économiques. Et à partir de la violence de l'abandon des responsabilités reproductives par les hommes dans les familles nucléaires. Selon cet argument, l'acte fondateur de la liberté des travailleurs durant le capitalisme aurait été en réalité la violence de la dépossession. Le pouvoir du care dont je parle dans mon travail serait cette liberté après la dépossession à laquelle Marx fait référence. Si l'oppression donne l'ordre de mener à bien les pratiques du soin, on peut constater comment le soin peut aussi être une source de liberté pour soigner, une capacité d'agentivité et de changement, même si dans ces cas, la transformation n'est pas radicale et toujours enveloppée de la simultanéité dialectique à laquelle font référence Guisardi et Hall. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais, j'ai étudié dans un district rural de la province de Buenos Aires qui s'organise autour de la culture et de la commercialisation du soja OGM. Argentine est le troisième pays producteur de cultures biotechnologiques dans le monde. L'agriculture se base sur l'utilisation de semences transgéniques, des semis directs, c'est-à-dire une culture sans retournement de la terre, ni décompactage, ni préparation du lit de semences, et de l'usage des herbicides. Ces derniers, les herbicides, représentent un risque éprouvé par la population car ils sont classés comme cancérogènes et sont souvent à la base d'allergies, de dommages génétiques et des autres affections sérieuses. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Durant ce travail de terrain, j'ai observé et travaillé avec les coordinatrices et les participantes des 3 espaces d'intervention sociale différentes. Un groupe de théâtre communautaire, un groupe de médecine communautaire et un groupe de promotion de l'horticulture familiale agroécologique. Les groupes de théâtre ont pour objectif de faire connaître les quartiers, les barrios, pour récupérer, ainsi que l'expriment les personnes du groupe, l'identité positive du barrio, du quartier. L'essence politique de cette récupération identitaire vise de manière assez explicite à discuter la stigmatisation de la population. Dans les groupes de médecine communautaire, les femmes médecins du programme national de médecine communautaire travaillent et tous les deux, femmes médecins et voisines du barrio, font du gym ensemble comme un outil pour encourager les femmes du barrio à participer aux ateliers de santé et de prévention sanitaire. On peut voir dans les 2 cas, dans le deuxième cas, les femmes là qui sont en train de faire du gym. Et le troisième groupe, les groupes de promotion de l'horticulture familiale agroécologique, on revalorise les anciennes manières de travaux agricoles sans pesticides, qu'il s'agit alors de reprendre grâce aux formations spécifiques et à la création d'un marché spécialisé qu'on peut voir là aussi dans un des photos. J'ai réalisé que la majorité des personnes adultes participantes à tous ces 3 groupes étant visiblement des femmes ou des hommes perçus comme féminisés après le regard hégémonique local. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi tout particulièrement les hommes ne participaient pas? Comme les femmes qui participent étaient, elles, perçues par les autres, pourquoi faisons-elles ce qu'elles font? Et à partir de quel répertoire comprenaient-elles ce qu'elles font? Certaines réponses à ces questions allaient être mises en relation avec les idées relatives au pouvoir agentif du cœur féminin. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans les sortes de localités rurales comme laquelle j'ai fait mon terrain, la sociabilité s'appuie sur une très grande interconnaissance des habitantes. Les notables agraires disposent d'une grande influence sociopolitique qui pèse sur les décisions du district et l'institution de la famille joue un rôle majeur dans la cohésion et intégration sociale. Craindre les regards d'autrui est des plus habituels dans les districts étudiés. Cela a une incidence sur le manque de protestation sociale. Dans la province de Buenos Aires, la vie professionnelle, économique et domestique a été directement impactée par le modèle du soja OGM qui a commencé à moitié des années 90. Cette nouvelle dynamique de production a entraîné une transformation de l'agentivité des femmes. De même, le développement d'espaces communautaires sur lesquels repose le travail des terrains ethnographiques de cette présentation influence la capacité d'agir de ces femmes en promouvant une politique dissidente des femmes et en contribuant à leur constitution en tant que sujet politique. On a pu constater que ce sont principalement les femmes qui s'occupent de leurs filles et leurs fils, des personnes de quartier, de barrios, de l'environnement et d'elles-mêmes qui franchissent les limites de la discrétion et, comme elles le disent, n'ont plus honte de proposer des répertoires moraux alternatifs pour transformer la vie de la communauté. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je présente les idées entourant le travail et la pratique de care à large spectre en développant 4 types de care stimulant l'agentivité des femmes en question. Les pratiques et le travail de soins relatifs aux enfants, les pratiques et le travail de cœur global, les pratiques et le travail de cœur vert et les pratiques et le travail de cœur
paradoxal, de care de soi paradoxal. Donc, le premier type de care relative aux enfants a à voir avec le pouvoir relatif des femmes d'améliorer la nutrition des filles et fils et renvoie à un care sous-jacent de sens plus large, fournir aux enfants une éducation solide dont ils auront besoin pour construire un avenir meilleur et alternatif. Les pratiques qui en croient domestiques, d'avoir son propre jardin agroécologique, par exemple, sont en réalité des pratiques publiques et politiques au sens large. Les femmes fournissent une alimentation saine à leurs enfants et à des autres personnes, et à partir de leur jardin ou de leur terrain, forment leur famille. Ils apprennent les enfants à faire du jardin agroécologique, par exemple. La culture des légumes constitue ainsi une capacité d'agir qui lutte contre la inégalité alimentaire, professionnelle et laborieuse induite par les modèles de production du soja, duquel ne tire profit qu'un petit nombre de personnes. Chercher du sens collectif, les potagers personnels est aussi un potager politique, public même si, ou plutôt parce qu'il est, dans le terme de Segato, de Rita Segato, en dehors du totalitarisme de la sphère publique. Les femmes tentent de soigner ce qui est déjà endommagé et font face à la vulnérabilité en prévenant et en contrôlant le risque. Ainsi, affleure le rôle classique de la femme protectrice, mais encore une fois, ces rôles sont ceux qui vont permettre aux femmes d'exercer leur capacité d'agir à partir du care. Les pratiques et les travaux associés au deuxième type de care, le care global, revêtent un pouvoir de transformation sociale de l'espace territorial des barrios périphériques, des champs, du genre d'industrie et de leur population marginalisée qui, par l'intermédiaire du care, reçoit une attention publique et politique. Par les pratiques et le travail du care global, les coordinatrices tentent de les valoriser en tant que lieu de résidence, de production artistique, d'écoute et aussi comme source de travail alternatif pour les femmes. Il est important de considérer la inutilité d'établir une division catégorique entre des univers publics et privés, puisque l'argent, les temps et même les maisons des coordinatrices font partie de leurs travaux du care global. Le troisième type de care étudié concerne les pratiques et le travail du care vert. Celui-ci offre un pouvoir de transformation et de soins environnementaux par le biais d'une production horticole sans intrants toxiques et de la circulation des savoirs sur le sujet. Cette partie décrit deux types de care vert. Les premières, que j'appelle pragmatico-affectives, est accomplie par ceux qui travaillent la terre et suppose une praxis quotidienne et les relations humaines et non humaines qui leur sont associées. Le deuxième type, idéologique intensive, est accompli par ceux qui organisent et promouvent des activités informatives et de sensibilisation, mais qui n'y mettent pas personnellement leurs mains dans la terre. L'agentivité du care vert donne lieu à des autres manières de produire et à des autres rapports entre humains et non humains, même s'il continue de se fonder sur des répertoires essentialistes en termes de genre. Le quatrième type de care concerne les pratiques et travail du care de soi paradoxal. La solution pour arriver à avoir du temps pour soi-même est de prendre simultanément autant pour les autres. Il s'agit de faire coexister les tâches du care des enfants et les pratiques de care de soi ou care paradoxal.
très loin des situations idéales imaginées par les féministes blanches et urbaines, concentrées sur l'idée émancipatrice de la femme qui se sépare de ses enfants de différentes manières. Les circonstances du care paradoxal qui habitent les participantes que j'ai suivies leur permettre de devenir des autres personnes et de s'être informées tout en continuant en même temps d'être de mère. Le care paradoxal agentif est possible précisément parce que les limites entre l'espace domestique et l'espace public sont floues. Autrement, il serait complètement impossible pour un grand nombre de femmes d'y participer. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Se montrer comme différente n'est pas toujours la meilleure option pour les personnes que j'ai étudiées. Elles veulent être égales au reste de la communauté. L'exaltation du soin est donc une réponse agentive des participantes à cette tension, réponse qui les mimétise et les rend semblables à toutes les autres femmes au moment où elles accomplissent des pratiques extraordinaires comme celle du théâtre, de médecine communautaire ou même de l'horticulture agroécologique. On pourra penser à une hyper-identité féminine, une hyperbolisation identitaire vis-à-vis du féminin en tant que femme, mère et soignante, dans un but de légitimation. Le pouvoir du care des participantes est une réponse située à ces désirs et aussi à ces besoins de discrétion qui les caractérisent comme d'une partie des outsiders, en suivant à Becker, mais aussi des traits insiders, non? Les deux choses. En raison des exigences de la masculinité, comme dit Rita Segato, du mandato de la masculinidad, de l'obligation quotidienne de se différencier publiquement des femmes, de la pression sociale pour atteindre une hypermasculinisation, de la surcompensation masculine et de l'exigence qui oblige les hommes à constamment mettre leur virilité à l'épreuve, les hommes ne sont pas autorisés à prendre soin d'eux-mêmes, ni à prendre soin d'autrui, sauf à supporter des gros coûts sociaux. La mort virile à laquelle fait référence encore Rita Segato. En revanche, les femmes sont socialement excusées parce qu'ils sont des femmes soignantes. Localement, la population reproduit les dichotomies et l'essentialisme patriarcal qui établit une équivalence entre femmes, mère et soins, construisant ainsi au plan émique une femme hyper réelle en termes de Ramos. Cette égalisation se renforce de la puissante valeur symbolique accordée à la maternité en Argentine et en Amérique latine, comme je vous disais tout à l'heure. Diapositive suivante, s'il vous plaît. À l'époque où le féminisme et les inégalités de genre sont placées à l'agenda des politiques, mon travail, se présente à l'encontre de sens communs et universitaires qui soutiennent que le care sous toutes les formes ôterait seulement des possibilités aux femmes. Au contraire, à partir d'une vision émique, dichotomique des relations de genre, mon travail soutient que certaines caractéristiques attribuées aux femmes et relatives aux soins, care, alimentent la gentilité des femmes et constituent leur source de potentiel pouvoir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Elle les permet de devenir dissidentes, étant généralement perçues comme des personnes qui prennent soin, qui n'y font que des bêtises et qui ne sont pas dangereux.
Ma principale hypothèse soutient que pour les femmes concernées par cette étude, le care est censé être un mode d'agentivité qui ne cherche pas, de moins intentionnellement, à subvertir les relations de genre ou à atteindre l'autonomie individuelle, en assumant une forme d'agentivité relationnelle, résultat des relations avec autrui. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Johanna, tu as 5 minutes. Oui, je suis dans la dernière page, je viens de finir, merci. La agentivité est ainsi comprise comme la capacité d'action permise et créée par des relations de subordination historiquement spécifiques. Loin de comparer l'agentivité avec la résistance, je propose de comprendre l'agentivité comme celle qui, parmi les autres possibilités, vise la continuité et la stabilité et peut se présenter dans plusieurs cas dans les vies des femmes dont les désirs, les affections et les volontés ont été façonnés par des traditions non libérales en suivant Saba Mahmoud. Se construit ainsi une division sexuelle de la participation et du travail social et moral, et les femmes étant celles qui peuvent rendre leur critique publique avec un risque social moindre que pour les hommes. Les perspectives théoriques de ce travail s'inspirent de, mais aussi nuancent et diversifient les études féministes du care. Les dialogues heuristiques avec les théories et avec les pratiques de mes interlocutrices du terrain qui justifiaient, elles, dans les termes de care, m'a permis justement de nuancer, de questionner, voire de défier de manière analytique certaines études féministes du care ainsi que les perspectives établissant une égalité entre agentivité et résistance. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Car d'après moi, les pouvoirs d'agentivité du care offrent aux femmes une capacité d'agir qui n'est pas nécessairement émancipatrice ou anti-patriarcale. Dans la diapositive suivante, vous avez mon email et on pouvait continuer la conversation et après avec vos questions ou plus tard sur le courrier électronique. Merci à vous. Merci beaucoup, Johanna, par cette présentation merveilleuse. On passe la parole à Julia. Tu as, Julia, 30 minutes aussi. Ok, ça marche. Vous m'entendez, c'est bon? Ok, super. Déjà, merci à l'équipe organisatrice pour cette possibilité, pour cet espace de parole et de discussion ô combien nécessaire. Donc moi, en fait, ma communication, elle se base sur mon mémoire de Master 2, recherche. Donc mon mémoire s'intitule « Travail de care, invisibilité, responsabilité, pouvoir ». Enquête auprès de travailleuses du care dans une institution publique pour personnes âgées à Buenos Aires en contexte de crise sanitaire internationale. Donc j'ai effectué ce mémoire au sein de l'Institut de développement de la Sorbonne à Paris 1, sous la direction d'une sociologue de Paris 1, Tania Angelov, et d'une sociologue au CONICET en Argentine, Natasha Borjo Garcianilla. Donc j'ai débuté mon terrain en février 2020 à Buenos Aires, et donc comme vous le savez probablement, aux alentours de la mi-mars, le confinement est arrivé à Buenos Aires. Je me suis accrochée pour rester à Buenos Aires en espérant que ça se termine relativement tôt, mais bon, ça n'est pas arrivé. Du coup, je suis retournée en mai en France et j'ai soutenu mon mémoire en juin, donc en juin dernier. Donc, c'est globalement un mémoire qui s'inscrit à la croisée un peu de la sociologie du travail et des études sur le genre. Donc, mon terrain, pour le présenter brièvement, donc c'est une enquête au sein d'une des 3 résidences publiques pour personnes âgées gérées par la ville de Buenos Aires. Donc vous m'excuserez aussi l'accent du coup, Residencia Permanente para Adultos Mayores. Je me suis concentrée sur le travail d'un groupe de travailleurs et de travailleuses au sein de cette institution qui s'appelle des Asistentes Gerontológicos. Et donc, mon travail, c'est en fait les matériaux et les méthodes d'enquête ont été principalement des observations et des entretiens. Et donc, juste pour situer un peu le contexte de l'institution, il faut savoir qu'elle est très grande, elle est située dans la capitale,
elle fait environ 250 lits. Donc il y a des hommes et des femmes, et que moi je me suis concentrée sur une équipe d'assistentes qui travaillent dans une salle de résidentes, donc uniquement de femmes âgées. Mais j'ai aussi pu avoir des entretiens avec d'autres professionnels de cette résidence et aussi des assistantes extérieures à la résidence. Et donc, comme je disais, le confinement est arrivé très rapidement après le début de mon terrain, donc 3 semaines après vraiment le début de mes observations. Donc évidemment, ça a été un frein méthodologique énorme. J'avais prévu de faire à peu près 2 mois d'observation, donc ça s'est réduit drastiquement. Mais en même temps, le contexte de pandémie, ça m'a aussi permis de situer ce que je faisais dans des questionnements beaucoup plus larges autour du care. Donc ça a été des gros freins méthodologiques et en même temps une manière de mettre à l'épreuve aussi un peu ce que j'apprenais et ce que j'observais. Donc merci du coup Johanna pour les définitions du care, j'aurais pas trop à y revenir. Donc juste pour resituer en fait ma définition de base, donc c'est une définition de Joan Tronto qui est un peu plus courte que celle que tu as utilisée mais qui est similaire. Donc l'ensemble des activités par lesquelles nous agissons pour organiser notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Donc important de mentionner pour situer un peu mon point de vue que vraiment le choix du travail de care vient en tout premier lieu d'une volonté féministe en fait de croiser le travail et le genre, mais aussi de le croiser avec d'autres rapports sociaux, donc notamment de classe, de race, parmi d'autres. Donc c'est pas un choix qui est neutre. Et voilà, l'idée vraiment de départ, c'était que je voulais en savoir plus sur les personnes finalement qui s'occupent de nous, comprendre pourquoi elles tendent à être invisibles et pourquoi leur travail aussi tend à être invisible. Et je me suis concentrée sur les personnes âgées spécifiquement, alors pour plein de raisons, mais une de ces raisons étant qu'en fait c'est une catégorie de la population qui charrie plein de représentations et qui est très rapidement essentialisée et ramenée en fait à la dépendance et à la vulnérabilité, quand bien même en fait c'est un groupe très hétérogène de la population. Donc voilà, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais d'abord présenter un peu les différentes dimensions du care telles que je l'ai abordé, à partir à la fois d'éléments théoriques et empiriques issus de mon terrain, donc pour faire dialoguer un peu la théorie et observation et éléments empiriques. Et l'idée en dernière partie, ce sera de voir comment, à partir de quelques éléments propres à un contexte très particulier, donc en l'occurrence le travail de care auprès de personnes âgées dans une résidence publique à Buenos Aires, il est possible de poser des problématiques un peu plus générales autour du care, qui trouvent, comme ça a été dit, un écho très fort dans ce contexte pandémique. Donc tout d'abord, un peu pour avoir une première partie que j'ai intitulée le care, une pratique, un travail. Dans mon cheminement, j'ai vraiment d'abord envisagé le care comme un travail. Donc un travail qui renvoie aussi bien à la sphère professionnelle. Voilà, on peut penser à tout un tas d'exemples typiques de certains métiers, infirmières, mais aussi femmes de chambre, dans l'enseignement. On peut aussi penser aux travailleurs, travailleuses du sexe, assistantes maternelles, etc. Et en même temps, ça renvoie aussi au domaine privé, à la sphère domestique, donc aux tâches très concrètes de ménage, cuisine, mais aussi de soins aux enfants, d'organisation du foyer, de travail émotionnel, etc. Et en fait, ces activités de care, elles partagent tout un tas de caractéristiques. Donc elles sont déjà nécessaires, voire vitales. Elles sont aussi plus ou moins visibles, peu ou pas valorisées et plus ou moins considérées comme du travail. Et elles sont à la fois fortement féminisées et fortement racialisées. Et donc ces activités, en fait, donc, on dit qu'elles incombent majoritairement aux femmes, mais en fait, elles n'incombent pas aux femmes de la même manière, selon qu'on prend en compte aussi des rapports de classe, des rapports de race, de nationalité, etc. Et donc voilà le cadre un peu de départ. Comment expliquer qu'un travail aussi, qui semble aussi crucial, dans mon mémoire en particulier celui de ces assistantes qui s'occupent de personnes âgées, qui pourraient être nos parents, nos grands-parents, comment expliquer que ce ne soit pas finalement un travail considéré comme fondamental avec toutes les reconnaissances symboliques et matérielles que ça pourrait supposer. Donc un des premiers éléments qui explique l'invisibilité du travail de care, c'est sa forte naturalisation. C'est considérer finalement que prendre soin de personnes âgées, c'est pas tant un travail qui nécessite du savoir-faire, qui nécessite de l'expérience, qui nécessite des compétences, mais une sensibilité particulière,
des compétences qu'on pourrait qualifier de compétences féminines, entre guillemets, des qualités innées un peu. Et en fait, cette naturalisation du care, elle est un peu à resituer dans plein de facteurs historiques et politiques et plein d'histoires qui sont finalement enchevêtrées. Donc je le dis très rapidement, mais déjà l'histoire de la division sexuée du travail, donc l'assignation historique et politique des femmes à ce type d'activité et tous les discours qui ont ensuite été produits pour justifier cette place et la maintenir, mais aussi l'histoire esclavagiste et ou coloniale, qui a produit également une division ethnico-raciale du travail et qui a placé les femmes non blanches dans une posture très particulière par rapport au care. Et plus récemment, on pourrait aussi parler de la division internationale du travail, qui peut être largement appréhendée sous le prisme des migrations des travailleurs-travailleuses du care, alors à la fois du sud global vers le nord global, mais aussi interne à des régions, voire à des pays. Et donc ça, très concrètement, ce phénomène de naturalisation, comment je l'ai observé en fait sur le terrain, je l'ai observé très vite, puisque à mon premier jour d'arrivée, en fait, j'ai eu un entretien avec le directeur de l'institution pour me présenter, puis pour savoir si j'avais le droit et si je pouvais faire mon travail sur ce terrain. Et en fait, ça s'est transformé en entretien qui a duré assez longtemps. Et très rapidement, il m'a parlé de sa vision, sans que je lui demande nécessairement d'ailleurs, mais il m'a parlé de sa vision du métier d'assistentes. Et il m'a dit, je vais lire un extrait d'entretien, du coup, que j'ai traduit. Ils se sentent comme le dernier maillon de la chaîne, alors qu'en vérité, ils ne sont pas le dernier, sinon le plus essentiel. Ce sont eux qui prennent en charge l'attention directe. Sans eux, nous ne pourrions pas soutenir les personnes dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Pour moi, c'est de notre faute, mais il y a aussi autre chose. Tu as des personnes qui ne désirent pas faire ce travail, et t'en as d'autres qui aiment le travail qu'elles font. Donc déjà, il met bien en évidence un peu un espèce de paradoxe dans cette position. Donc, un travail central dans l'organisation, un travail central dans la résidence, puisqu'au contact direct des résidentes, et pourtant un sentiment de marginalisation, de dévalorisation. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est moi ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'il fait reposer ce sentiment de marginalisation en partie sur le manque de désir de faire ce travail. Et en fait, pendant cet entretien et pendant plusieurs entretiens plus ou moins informels que j'aurai avec lui, il reviendra plusieurs fois sur un discours vocationnel, en faisant une espèce de séparation entre les bons assistantes qui ont la vocation et qui aiment leur travail et les mauvais qui n'aiment pas leur travail. Et en fait, ce discours est très intéressant parce que c'est comme si l'épanouissement au travail, il tenait davantage à une vocation qu'à des conditions de travail très concrètes. Un salaire, le rapport qu'on a avec la hiérarchie, d'autres groupes professionnels, l'état du matériel qu'on a à disposition pour travailler, des lieux, etc. Et donc du coup, quand j'ai regardé d'un peu plus près quelle était la place de cette équipe d'assistentes gerontológicos dans l'organisation du travail à la résidence, j'ai essayé de prendre des éléments concrets. Donc je vais donner un exemple un peu pour illustrer ça. Un des premiers éléments frappants, c'est que donc pour les assistantes que j'ai suivies, leur bureau, il est totalement ouvert et vitré, et il est situé au milieu des chambres des résidentes, contrairement à tous les autres groupes professionnels. Donc travailleurs, travailleuses sociales, infirmiers, infirmières, la direction, les psychologues, etc., qui sont regroupés à l'entrée. Donc j'ai dit que c'était un bâtiment très grand, il faut imaginer que c'est vraiment séparé et relativement loin. Et surtout, c'est les seuls, finalement, à être en plein milieu de la résidence, à de ne pas avoir d'espace à l'abri des regards, de ne pas avoir d'espace de pause, de ne pas avoir finalement d'espace à soi, où ils et elles peuvent échapper au regard des résidentes ou au regard des autres travailleurs et travailleuses pendant la journée. Et un élément anecdotique a priori, mais qui moi m'a frappée, c'est que ce sont les seuls à ne pas avoir de toilette. Et faut imaginer du coup qu'ils passent 7 heures, 8 heures sans avoir de toilette à soi, entre guillemets. Et en fait, ce sont les seuls dans ce cas-là. Et ce sont les seuls qui doivent du coup partager les toilettes, en fait utiliser les toilettes des résidentes. Donc partager les toilettes, en l'occurrence avec elles, parce que dans la salle où j'étais, ce sont des femmes.
Et c'est pas d'ailleurs sans susciter des réactions assez négatives de leur part, de la part des assistantes qui trouvent ça dégoûtant, pas normal, etc. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça reflète un peu une place subalterne qu'on leur donne. Donc pas d'espace à soi, et même pas de toilette finalement. Mais donc malgré ces contraintes organisationnelles, malgré des rapports de pouvoir, malgré un certain nombre de conflits, les personnes que j'ai observées, ce qui est intéressant, c'est qu'elles trouvent un certain nombre de stratégies en fait, et de moyens pour contourner ces contraintes, notamment en se créant leurs propres espaces de pause, de manière parfois un peu surprenante d'ailleurs. Donc je vais prendre le cas d'une autre assistante qui s'appelle Monica, et qui, elle, en fait, tous les matins, va amener le linge sale à la laverie, donc la laverie interne de l'institution. Pareil, il faut imaginer qu'il faut quand même marcher un petit 50 mètres, 100 mètres pour y arriver, entraînant des kilos et des kilos de linge sur un chariot. Et en fait, moi, du coup, je lui ai demandé un matin, je lui ai dit, mais c'est toujours toi qui t'occupes de ça? Et elle me dit oui, parce que je m'échappe, en fait, et ça me permet d'aller fumer une cigarette tranquille dans la laverie et d'échapper au regard pendant 10-15 minutes. Et finalement, ça me permet de me créer aussi un petit moment à moi. Et un autre exemple, un peu pour illustrer ça, donc une autre des assistantes, elle a développé un commerce parallèle de pâtes et de pâtes à empanadas dans l'institution. Donc en fait, elle profite un peu d'être très loin de la direction et loin des autres et d'avoir ses bureaux dans les chambres des résidences à un bout de l'institution pour garer sa voiture tranquillement et faire son commerce, alors pas avec les résidentes, mais avec des collègues, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi cette dualité abordée, et ça permet un peu de pas non plus figer, ça me fait penser un peu à ce que tu disais, Johanna, ça permet de pas non plus figer les travailleurs et les travailleuses du care dans une position qui ne serait que de la domination et que des contraintes, que des rapports de pouvoir, etc. Certes, il y en a, mais il y a aussi tout un tas de stratégies, de moyens de contourner un peu les règles formelles. Et donc ça aussi, c'est assez intéressant à observer. Et donc dans cette même démarche, un peu de dualité, il y a le concept de sale boulot du coup que j'ai mobilisé dans le sens très large au début, donc définition très rapide. Le sale boulot, ça renvoie généralement à une activité qu'on essaiera de déléguer à un groupe subalterne. Et donc dans le cas du care auprès de personnes âgées, ça concerne notamment le travail en direct sur le corps. Donc on peut penser au fait de laver, au fait d'habiller, au fait d'aider, au fait de changer les couches, etc. Et c'est une notion importante dans le care, puisque c'est à la fois ce qui peut être caché ou stigmatisé comme étant quelque chose de dégoûtant, comme étant du sale boulot un peu au sens très terre-à-terre du terme, ce qui est naturalisé comme ne nécessitant pas de compétences particulières, et pourtant, non seulement ça fait partie des activités, et pourtant, en fait, non seulement ce sont les activités de base sans lesquelles juste les personnes ne pourraient pas vivre leur quotidien, mais aussi sans lesquelles toutes les autres activités de care, toutes les autres activités de soins n'auraient même pas lieu d'être. On peut difficilement imaginer, par exemple, la pertinence d'un travail de kiné ou de psychologue si les personnes ne sont pas levées, ne sont pas lavées, ne sont pas habillées et ne sont pas nourries. Et donc, pour continuer, je vais vous lire un autre extrait d'entretien, donc avec une assistante aussi qui s'appelle Sol, et qui va me parler de ça, justement, d'un aspect de son travail, de ce travail. Donc je cite, elle va me dire « Ce n'est pas reconnu, le travail d'assistante. C'est même plus que ça. Nous, on se dit limpiaculos parce que c'est dénigré. Parce que la plupart des gens ne donnent pas d'importance à ça. Jusqu'à ce que ça t'arrive personnellement, jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça peut t'arriver, que tu peux un jour avoir besoin de quelqu'un qui te lave les fesses. Mais non, ce n'est pas reconnu. Peut-être qu'on n'y pense pas à l'importance de ce travail, qu'on ne s'en rend pas compte. » Donc là, cet extrait aussi assez intéressant à plusieurs égards. Déjà, elle reprend le terme insultant de limpiaculos, pour le traduire un peu littéralement, on pourrait dire lave-cul. Et quelque part, elle renverse le stigmate qui accompagne ce terme et les personnes qui l'effectuent. Et elle dit quelque chose d'important qui va me permettre d'introduire la deuxième approche du care, quand elle dit qu'on ne se rend généralement pas compte de l'importance de cette activité jusqu'à ce que ça nous arrive personnellement, et que nous aussi, en fait, on peut un jour se retrouver dans cette position de vulnérabilité
est dans ce besoin-là. Du coup, ça m'amène à une seconde approche du care, que j'ai appelée le care comme enjeu éthique et politique. Donc le care comme éthique, j'ai eu un petit peu plus de mal au début, mais c'est aussi très important puisque, comme tu l'as rappelé, c'est un peu à la genèse du concept de care, donc forgé par Carol Gilligan, une psychologue états-unienne dans les années 80, qui va refaire tout un tas d'expériences et montrer ce que tu as très bien expliqué, Johanna. Donc je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus. Je vais passer directement à Joanne Tronto, qui en parle aussi, et qui illustre très bien les enjeux éthiques et politiques du care, notamment quand elle dit que finalement la société états-unienne, donc à remettre au contexte, elle parle notamment de la société états-unienne sous Reagan, mais en soi on pourrait l'appliquer aussi à d'autres contextes, d'autres endroits et d'autres époques. Donc elle dit que la société états-unienne, elle est fondée sur un mythe qui est créé de toutes pièces pour protéger les intérêts des dominants. Et ce mythe, elle dit que c'est le mythe du self-made man, donc un peu l'homme qui se serait fait tout seul. Le mythe de l'autonomie, le mythe de l'indépendance, le mythe de la puissance, qui finalement ne renvoie qu'à une minorité très blanche et très masculine de la population états-unienne. Et elle dit qu'en réalité, ce mythe, il est là pour occulter tout le travail de care qui est exploité par les groupes dominants et qui leur permet justement de se maintenir dans des positions privilégiées. Et elle dit que finalement, tout le monde dépend du travail de care fait par autrui, et encore plus les privilégiés qui le délèguent en fait dans leur totalité ou dans une grande partie. Et donc, tout ça pour en venir à ce déplacement de perspective en fait auquel nous invite l'éthique du care, et c'est ce que fait Sol, donc l'extrait d'entretien que je vous lisais juste avant, quand elle dit que l'Olympiakoulos, c'est finalement un travail extrêmement important dont on saisirait davantage l'importance si on se plaçait en fait en tant que personne potentiellement vulnérable. Et Tronto, elle insiste beaucoup là-dessus, elle dit notamment « nous sommes tous vulnérables » et il faudrait un peu reconnaître ça et arrêter de stigmatiser la vulnérabilité comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres en fait. Et donc ce glissement de perspective, je l'ai vu dans un autre, je vais vous donner un autre exemple, je l'ai vu aussi avec un autre travailleur, un autre assistante, Claudio, qui travaille à la résidence depuis 10 ans. Et en fait, dans un entretien, quand je lui demande si au cours de ces 10 années, il a un moment ou une journée qui l'aurait particulièrement marqué, sa réponse m'a surprise, et il va me dire que oui, directement. Il m'a répondu qu'à la mort de ses parents, il avait été très surpris par l'accueil des résidentes. Donc là encore, je vais vous lire un extrait d'entretien pour illustrer. Donc, je lui pose cette question, et là, Claudio me répond. Et quand elles apprennent ce qu'il s'est passé, donc elles étant les résidentes, elles sont tristes, mais la première chose qu'elles font, c'est venir vers toi, t'embrasser et te consoler. Cet accueil, c'est le mieux que tu puisses recevoir. Ce geste que tu ne t'attends pas à recevoir parce que tu te dis qu'il n'y a pas de raison qu'elles se sentent bien ou mal pour ce qu'il t'arrive, et qu'elles se mettent à pleurer, à te consoler, d'une manière c'est bizarre. Parce que c'est une personne dont toi tu t'occupes. C'est moi qui dois m'occuper de toi plus que toi qui dois t'occuper de moi. Et pourtant, elle se préoccupe plus de moi que moi je ne me préoccupe d'elle. Et donc ce passage, je trouve qu'il illustre ce que je disais à propos de Tronto juste avant. En fait là, alors qu'on s'attend à à une vision peut-être un peu figée du care, avec lui pourvoyeur de care et les vieilles dames âgées bénéficiaires de care, dans un moment en fait où lui s'est retrouvé en position de vulnérabilité, ce sont les résidentes qui sont venues s'occuper de lui et qui sont venues aussi lui fournir en quelque sorte un travail de care. Et en fait là, le point un peu, le résumé on va dire de ça, c'est qu'il y a une vraie dynamique dans la relation de care que moi personnellement j'avais pas envisagé au début, et là une inversion des rôles assez étonnante qui permet de voir que là encore une fois il ne faut pas essentialiser et figer les rôles. Et donc pour un peu terminer sur cette idée d'éthique de care, il y a une définition, éthique et travail, il y a une définition de l'éthique de care que j'aime bien, parce qu'elle est elle est simple et en même temps elle est très très puissante, je trouve. Elle est proposée par Sandra Logier, donc une philosophe française, et elle dit que finalement l'éthique de care c'est le rapport à la vie ordinaire.
Donc je cite et je recite, « L'éthique du care appelle notre attention sur ce qui est juste sous nos yeux, mais que nous ne voyons pas, par manque d'attention tout simplement, ou par mépris. » Et en fait, en lisant ça, moi, du coup, j'ai commencé à essayer de regarder et de prêter attention à cet ordinaire, à des choses banales, en fait, à des choses invisibles. Et ça m'a fait regarder le travail des assistantes d'une autre manière. Déjà, j'ai vu que, en fait, on ne pouvait pas l'aborder comme un ensemble de tâches circonscrites et répétitives, à savoir laver, habiller, changer, donner à manger, et ce, tous les jours. Mais en fait, ça englobe beaucoup plus. Il y a un vrai travail émotionnel et un travail relationnel. Et en fait, là encore, un peu à contre-courant de l'image que j'avais avant de commencer ce travail, j'ai trouvé déjà beaucoup d'humour, beaucoup de l'humour vraiment récurrent dans mes observations, donc humour entre travailleurs-travailleuses, et aussi beaucoup d'humour avec les résidentes. Et là, j'insiste encore, j'ai sans doute même pas compris toutes les blagues et l'ampleur de l'humour, n'étant pas parfaitement bilingue en espagnol. Et également, donc de l'humour, mais aussi des expressions de tendresse, plein d'expressions d'affection, mais des petites choses, des surnoms affectueux, des caresses dans les cheveux, des câlins, tout un tas de petites choses où au début, moi j'ai eu tendance à me dire « Ah, c'est mignon », et en fait non, c'est pas mignon, c'est important. C'est aussi du travail de care, d'autant qu'il est répété et récurrent. Et donc voilà, en bref, plein des petites choses qui ne paraissent pas importantes et qui pourtant sont aussi au cœur du travail de care. Alors, des sentiments aussi négatifs, hein, évidemment, parfois des expressions de dégoût, de la colère, de la fatigue, de l'énervement. Par exemple, une fois, il devait être, on va dire qu'elle terminait le travail à 14h, leur shift, leur tour. Et à 13h55, une dame arrive pour leur demander de la changer et de lui changer ses vêtements, etc. Et là, il y a une des assistantes qui a un peu explosé et qui s'est énervée en lui disant « Mais écoute, ça fait 10 fois que je te dis que si tu veux que je te change, tu viens pas à 13h55, tu viens avant ou tu attends l'équipe d'après, mais là, c'est pas possible. » Et en fait, il y a tout un tas d'expressions aussi de ces sentiments négatifs. Mais ce qui est important, je trouve, à souligner, c'est que ces sentiments, donc positifs comme négatifs, si délicats à analyser, a fortiori dans un travail qui est facilement naturalisé, ils sont en fait profondément connectés au travail, aux activités quotidiennes effectuées par les travailleurs et les travailleuses, et ils sont donc cruciaux aussi à analyser, notamment, au final, pour contrecarrer d'éventuels discours essentialisants. Et donc, je terminerai donc en dernière partie ici par finalement la dernière partie, la troisième partie de mon mémoire, puisque j'ai essayé en fait, à partir de réflexions de terrain et de lecture, de penser au care et de penser depuis le concept de care, le contexte de pandémie. Donc là j'ai intitulé le care comme grille de lecture du social. Bon, alors déjà c'est parce que je me suis retrouvée coincée à cause du confinement, donc ça m'a bien obligée à réfléchir sur ce confinement, mais aussi parce que en fait, cette situation, elle illustre, je trouve, les enjeux du care et elle a mis en évidence que finalement, les activités les plus essentielles incombent aux groupes les plus subalternes de la population. Donc, je vais revenir assez brièvement parce que c'est des choses qu'on sait quand même assez, mais qui sont importantes à souligner. Donc, on l'a vu que de manière générale, les métiers qui ont été en première ligne pendant le confinement sont largement féminisés et peu valorisés. Mais en plus de ça, alors là, je vais prendre un exemple plutôt que j'ai vu en France, mais le confinement, il a eu comme conséquence aussi une augmentation du travail de care non rémunéré sous la forme de bénévolat généralisé. Le fameux exemple des couturières qui ont fabriqué des quantités de masques inouïes quand le gouvernement français n'avait pas vraiment jugé bon de se préoccuper de ça. Et aussi une forme accrue de travail domestique pendant le confinement. Et donc, dans le cas des assistantes à Buenos Aires, parce que j'essayais de continuer un peu l'enquête via WhatsApp, via des échanges vocaux, via des appels, ce qui était très laborieux, mais j'ai pu quand même avoir quelques éléments. Donc déjà, le confinement, il a mis en évidence, en fait, le continuum de travail de care qu'elles effectuent. Donc, pour donner des exemples, une des assistantes de la résidence publique, elle était très embêtée au tout début du confinement, parce qu'elle avait seule à charge son enfant de 8 ans et que l'école avait fermé. Et du coup, elle se retrouvait obligée d'aller
travailler, et en même temps avec son enfant à faire garder par elle ne savait pas qui. Une autre, elle s'occupait de sa mère âgée, du coup qui ne pouvait plus sortir car catégorie de personnes à risque pour le Covid. Du coup, pareil, elle était dans cette tension entre les deux. Et une autre encore, donc une assistante avec qui j'ai parlé, qui, elle, travaille dans une résidence pour personnes âgées, mais privée, qui me disait qu'un conflit avait éclaté, en fait, dans sa résidence entre les assistantes et entre la direction, et que ce conflit portait sur les horaires de travail, parce que beaucoup avaient des enfants à charge, et en plus vivaient dans la banlieue de Buenos Aires, et que du coup, la fermeture des écoles, ça mettait vraiment en tension, en fait, leur emploi du temps. Et donc, on voit, par des petits exemples, donc à l'échelle du terrain, mais aussi de manière plus générale, que le confinement a rendu visible un peu ce continuum de travail de care effectué, peu ou pas payé, et pourtant tout le temps indispensable, et aussi, encore une fois, comme tu le disais, Johanna, la porosité finalement en fait de ces frontières publiques-privées. Donc, je continue sur un autre point important, pareil que j'ai pu voir dans mon terrain, mais qui s'applique aussi un peu de manière plus large. Donc, c'est de souligner que les femmes ne sont pas toutes prises de la même manière dans les rôles de care. Donc, les plus dotées économiquement, donc plutôt des femmes de classe supérieure, blanches, de la capitale ou citadines, vont avoir la possibilité de déléguer une partie de ce travail, notamment en recourant au travail domestique, aux travailleurs, travailleuses domestiques. Et parallèlement, on voit aussi un peu à l'autre pôle que les femmes qui occupent les métiers du care les plus invisibles sont dans une proportion importante des femmes non blanches. Alors là, je vais prendre un exemple auquel j'ai pensé juste avant. C'est en fait en regardant un article sur la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis à Paris, qui sont en grève depuis plus de 16 mois de mémoire, et qui dénoncent en fait, et qui sont toutes des femmes issues de l'immigration postcoloniale, et qui dénoncent un peu cette intrication de racisme et de sexisme qu'elles vivent. Et un constat similaire peut être fait par rapport aussi à mon terrain. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas assez bien d'ailleurs intégré au début. Et c'est le fait que si le métier d'assistante, il est quand même majoritairement occupé par des femmes, dans le cadre de la plupart des personnes avec qui j'ai pu parler, donc des personnes avec qui j'ai fait des entretiens, mais aussi avec des personnes avec qui j'ai eu des entretiens plus informels, elles étaient en fait employées par le gouvernement de Buenos Aires. Et donc, bien que assez peu payées, elles étaient quand même dans une forme de contrat assez stable. Et la majorité était originaire de la capitale ou de la province de Buenos Aires. Et si on compare avec d'autres travaux sur le care à Buenos Aires, donc notamment là je fais référence aux travaux de Natasha Borjo Garciandilla sur les cuidadoras à domicile auprès de personnes âgées, là on se rend compte que donc, non seulement ce sont des personnes qui sont dans des conditions de travail plus dures, mais aussi dans des conditions d'emploi beaucoup plus précaires, avec beaucoup plus de recours au travail informel par exemple. Et là, dans ces modalités-là, on retrouve à l'inverse beaucoup de personnes migrantes internes, donc des provinces, d'autres provinces de l'Argentine, ou des pays limitrophes, et notamment du Pérou. Donc là aussi, voilà, je le fais très très rapidement, mais la nécessité donc de penser le genre vraiment, mais pas que, et le genre imbriqué avec d'autres rapports sociaux. Et je terminerai, je pense que je ne vais pas tarder à arriver à 30 minutes, donc je terminerai sur un dernier point. Ce que je trouve important vraiment dans le concept de care, c'est qu'il permet à la fois des analyses, des raisonnements à des niveaux plus ou moins macro, entre guillemets, donc de questionner la division sexuée, ethnico-raciale, internationale du travail, et qu'en même temps, le care touche aussi beaucoup à l'intime et à l'espace domestique, montrant déjà, comme je disais, la porosité de la frontière publique-privée, mais permettant aussi d'engager une démarche sur ses propres conditions d'enquête et de rédaction en tant que chercheur ou chercheuse. Dans mon cas, par exemple, j'ai compris que le fait que je sois blanche et que je sois française, ça a joué dans la possibilité de mon entrée sur le terrain. En fait, j'ai eu beaucoup de chance dans mon entrée sur le terrain. Ça a été une rencontre fortuite avec un monsieur dans le bus, et il s'est trouvé que sa femme travaillait dans l'institution en question. Mais ce qui a engagé
ce qui a engagé la conversation, c'est, je ne sais plus ce que je lui ai dit, j'étais assise à côté de lui et je descendais dans le centre-ville de Buenos Aires, on venait de l'aéroport, j'ai dû lui dire pardon, je descends ici. Et il m'a dit à moi aussi, et en fait il m'a retrouvée en bas, on attendait les bagages, on attendait nos sacs pour qu'ils sortent du bus, et il m'a dit « Vos no sos de acá, no ?» Et en fait il a commencé à me demander ce que je faisais là, il avait remarqué mon accent un peu bizarre, et du coup, j'ai lui expliqué voilà, que j'étais française, que je venais ici pour travailler, pour faire une enquête sur le care auprès de personnes âgées, mais que je n'avais pas encore de contact, etc. Et c'est là qu'il m'a direct parlé de sa femme. Et donc voilà, je pense que, en fait, j'aurais peut-être même pas eu cette interaction-là s'il n'avait pas trouvé ma manière de parler un peu étrange, et si je n'avais pas été une femme blanche, etc. Et un dernier élément, donc, comme je disais, je suis revenue à un moment pendant le confinement en France. Et c'est là où vraiment j'ai rédigé la plus grosse partie de mon mémoire. Et en fait, j'ai compris aussi, donc je suis revenue chez ma mère, et j'ai compris que j'avais bénéficié aussi d'un énorme travail de care gratuit effectué par ma mère, et qui, loin d'être anecdotique en fait, vraiment a créé des conditions concrètes, des conditions matérielles propices en fait pour que je puisse m'atteler à la rédaction de mon mémoire. Et donc, en résumé, et je terminerai vraiment là-dessus, le care, il permet donc de poser des questionnements réflexifs qui sont importants et je pense nécessaires même, ainsi que des questionnements épistémologiques sur l'influence de sa position sociale, mais aussi de son positionnement politique, donc influence sur la construction de l'enquête, déjà même sur le choix d'un sujet, sur la construction de l'enquête, sur le rapport aux personnes enquêtées, et finalement aussi sur la production d'un mémoire ou de tout type en fait, de travail de recherche. Et voilà, je terminerai là. Merci beaucoup pour l'écoute. Je vais couper mon micro. Merci Julia, merci énormément à vous pour vos interventions si riches et passionnantes. Et on va passer aux questions du public. Et, je ne sais pas, Ale, si tu as des questions, ou Fernanda. Moi j'avais des questions à poser. Avant, évidemment, je veux vous remercier. Les deux communications étaient très, très intéressantes. Et évidemment, quand ce sont des communications si bien polies, si bien faites, ça devient difficile de poser des questions parce que vous avez presque tout répondu pendant vos communications. Mais il y a quelque chose que je pense que ça vaut la peine d'approfondir un peu, qui sont tellement intéressants. Pour commencer avec la présentation de Johanna, moi, j'étais beaucoup intéressée par tes typologies du travail du care parmi ces femmes qui ne les font pas en tant qu'un travail. Évidemment, c'est ça la différence entre Johanna et Julia. Pour ce que j'ai compris, les femmes qui font partie du temps terrain, Johanna, elles font ces travaux du care, pas comme un travail, mais comme, disons, une éthique de vie. Et la dernière typologie, je la trouvais particulièrement intéressante, c'est la pratique des care des soins paradoxales. Ça veut dire que je prends soin de mes enfants et ça veut dire que je prends soin de moi-même. Si tu peux approfondir un peu plus sur ça et nous donner des exemples. Et aussi, j'ai une question, est-ce que ça a rapport avec les care avec les enfants, ça par rapport avec, je ne sais pas, les tâches ménagères, les care avec les maris ou les care avec les personnes âgées de la famille, si tous ces autres travails du care n'ont pas aussi cette dimension réflexive, disons, au moment que je fais, je sais pas, un bon repas pour mon mari, ça veut dire que moi, je prends soin de moi-même ou quelque chose du genre. Après, il y avait une question, Julia, je ne sais pas si tu as dit ça pendant ta présentation, si tu as dit pardon parce que j'ai loupé cette question, mais les femmes qui travaillent dans cette institution, est-ce qu'elles ont en formation pour être aides-soignants ou pas? Et comment ça se passe cette période de formation, comment ça se passe le recrutement, parce que ces choses me semblent qui sont assez intéressantes pour réfléchir cette différence entre les care en tant que
ce travail qui est absolument naturalisé, malgré le fait qu'il n'est pas quelque chose de naturel. Et l'écart qui est vu en tant qu'un travail rémunéré et qui était très mis en avance pendant les confinements. Même en Argentine, le président a fait une cérémonie, je me souviens, où il a accueilli des aides-soignantes et des gens pour montrer sa reconnaissance, ce qui est extrêmement intéressant. Et une dernière question à vous deux. Comme vous deux, vous connaissez un peu du contexte français et aussi du contexte argentinien, j'aimerais bien si vous pouvez faire des comparaisons entre, je sais que c'est assez large comme question, mais faire des comparaisons entre ce que veut dire être une femme et s'occuper du care en Argentine et en France. Évidemment, il y a une différence des classes. J'aimerais bien entendre par rapport à ça. Mais c'est surtout parce que, Johanna, toi, tu finis avec une citation de Saba Mahmoud où elle travaille avec cette idée qui, dans des sociétés qui ont des traditions non libérales, l'écart serait l'ingentivité des femmes. Et en même temps, je trouve que c'est une idée assez intéressante. Il me semble que ça reproduit une dichotomie où les femmes en Occident, elles sont tout à fait libérées, en tant que les femmes dans d'autres sociétés, elles vont trouver d'autres moyens pour agir, disons. Et je me demande s'il n'y a pas, parce qu'au moins moi, dans mes recherches ici en France, j'en vois aussi des tics du care apparaître beaucoup dans des performances, dans des expressions de genre féminin, disons. Même des classes moyennes, bourgeoises, évidemment que ça passe par d'autres pratiques, mais il me semble assez présent. C'est ça. Merci. Moi, avant de donner la parole aux intervenantes, du coup, je voulais juste faire mes questions parce qu'elles sont un peu en lien avec celles qu'a fait Fernanda. Du coup, c'est des questions assez courtes. On a une question pour Johanna, parce que tu disais que le care, même s'il y avait une agentivité, il n'y avait pas forcément une émancipation. Et du coup, je voulais savoir, que tu précises un peu voilà, ce lien paradoxal entre agentivité, émancipation et subversion, disons, d'un système patriarcal que je trouve intéressant. Et du coup, ma question, en gros, c'est est-ce que l'on peut s'émanciper à l'intérieur des rôles de genre assignés dans un système symbolique donné? Voilà, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton terrain? Et puis, une question pour Julia. Tu as déjà un peu commencé à donner le portrait sociologique de ces femmes racisées ou non blanches, mais je voulais savoir un peu plus en termes de racialisation et en termes de classe. Voilà, si tu pouvais un peu nous donner quelques détails sur ces femmes racisées. Voilà. Donc, maintenant, on répond. D'accord. Donc, peut-être je commence. Oui, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, Fernanda, vous demandez si, dans mon cas, c'était plutôt une éthique de vie et pas un travail. En fait, ce n'est pas le cas pour tout le monde, parce que dans les cas de coordinatrices, du théâtre, de médecine communautaire et aussi de promotion de l'horticulture agroécologique. Dans ces trois cas, en fait, ce sont des travails plus ou moins salariés, mais ils sont on va dire, des travails que moi, souvent, je nommais en tant que care global ou care vert, ça dépend du cas. Mais oui, dans quelques cas, ce sont de vrais, on va pas dire ils sont des travaux rémunérés, et dans des autres cas, non, ils sont que des participantes qui vont aux activités, qui font soit du jardin, du théâtre, du gym, etc. Donc, j'ai les deux profils.
Dans le cas, en suivant avec les questions de Fernanda, et dans le cas de cœur de soi paradoxal, j'ai parlé de ça surtout dans les cas du groupe de théâtre et dans les cas des activités de gym, de gymnastique, dans le cadre de la médecine communautaire. Et, parce que moi, ce que je voyais quand je faisais mon travail de terrain, c'était que les femmes faisaient les répétitions de théâtre ou faisaient de gym avec les enfants autour d'elles-mêmes. C'est pas que les enfants restaient à la maison ou allaient au jardin maternel et les femmes avaient un espace pour elles-mêmes, toutes seules, sans les enfants, comme on pense souvent dans les villes ou dans l'Europe, ou même ici dans la capitale de l'Argentine, à Buenos Aires, où je suis, qu'on tend à penser les espaces pour nous-mêmes, comme on dit en anglais, de me time, le temps pour nous-mêmes. Moi, je suis mère de 2 petits enfants. Donc, quand on dit il faut que tu trouves un espace pour toi-même, c'est que ça veut dire dans la tête d'une sorte de féminisme libéral urbain, ça veut dire tu dois te séparer de tes enfants et ce que tu fais pour toi-même, être avec tes amis, travailler, des loisirs, etc., tu dois les faire, pas avec eux dans les mêmes espaces, on va dire. Mais ce que moi, je voyais quand je faisais mon terrain dans ce district rural en Provence, c'est que les moments de loisirs pour être et développer ta propre vision du monde, ton espace pour toi-même, eux, elles les faisaient avec ces enfants qui les entouraient tout le temps. Soit ils étaient en train d'allaiter, soit ils étaient en train de courir autour d'eux. Et ça a été la seule manière de gérer ça, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de maternelle dans cette... où l'école, c'est très court, les périodes, et aussi il y a beaucoup de tâches. Donc, évidemment, ça, c'est le résultat d'une division très inégale du travail sexuel, et on est bien d'accord, mais en même temps, c'est encore une fois une manière dont on ne sépare pas vraiment et d'une manière stricte le monde privé et le monde public. Ici, on voyait comme ça marchait en même temps, dans la même spatialité. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça l'écart du soi paradoxal. Et moi, j'ai dû un peu casser, briser mes propres visions en tant que chercheuse issue d'une sorte de féminisme urbain, individualiste, libéral, pour comprendre vraiment le point de début de ces femmes et aussi des coordinatrices qui acceptent ou tolèrent les enfants dans cette sorte d'espace parce qu'ils savent qu'il n'y a pas des autres options. Donc, c'est soit ils acceptent les femmes avec les enfants dans cette activité pour le développement d'espace personnel pour les femmes, soit les femmes ne viennent pas. Donc, ça, c'est aussi une forme d'agentivité, pas de réduire tes propres idéales, si on peut dire idéales comme ça, tes propres idées du monde, mais de s'adapter aux réalités de ces femmes et de ces possibilités, quoi. Et on rapporte aux 3e question de Fernanda, la différence que je peux voir entre être femme en faisant des tâches de care en Argentine et en France et aussi les rapports qui ça a avec le travail de Saba Mahmoud. Et seulement pour faire une petite clarification, Saba Mahmoud ne parle pas du tout du care. Ça, c'est mon travail à moi.
le travail de Sarah Mahmoud, qui a été un grand guide pour moi, m'a servi, a été très, très utile pour penser des formes, de manières de penser l'agency, l'agentivité, sans associer ça à une résistance antipatriarcale. Donc, elle travaille dans le Moyen-Orient, que c'est un cadre très différent au cadre rural argentin, mais en même temps, c'est un cadre très conservateur en termes de genre. Et ça m'a aidé à penser qu'il faut aller vachement plus loin que penser les femmes en tant que soit victimes, soit résistantes. Résistantes, entre guillemets, comme on soit le penser dans les milieux cultivés, urbains, eurocentriques, etc. Donc pour moi, il faut aller plus loin pour comprendre ces femmes qui sont au cœur de mon ethnographie. Ils ne sont pas des victimes, tout à fait des victimes, et ils ne sont pas tout à fait des femmes résistantes en termes d'études classiques du féminisme eurocentré. Donc, ils sont une autre chose, et pour penser cette autre chose, qu'ils ont des personnes avec une agentivité qui n'est pas nécessairement liée à la résistance antipatriarcale, et que moi, je me nourris dans un cadre super différent d'un travail du Moyen-Orient pour penser un district rural en Argentine. Et après, seulement pour faire un très bref mention, ce que je peux dire d'être femme en Argentine ou en France, c'est que, comme en France, l'Argentine est très hétérogène. Donc, c'est pas pareil de penser la capitale, Buenos Aires, ou quelques classes sociales, classe moyenne ou classe élevée, ou les classes les plus marginalisées, un rapport au care, comme Julia l'a très bien exprimé, que penser la Provence, et aussi en Provence, on a la situation au Patagonia, au nord, au milieu rural de la Pampa, comme j'étudiais. Donc, et je pense qu'en France, c'est assez... c'est pareil dans ce sens, toujours quand on pense les care, on est en face à une hétérogénéité de situations. Donc, je vais dire ça pour être bref. Et en rapport à ce qu'allait demander sur, si j'ai bien compris, si on peut s'émanciper un peu à l'intérieur du système patriarcal ou dehors du système patriarcal ou quelque chose comme ça. Ce que moi j'ai fait dans mon travail, c'est un peu, si tu veux, me demander c'est ce que ça veut dire émancipation. Donc, c'est clair que dans mon cas d'étude, émancipation, si tu veux, dans le terme du féminisme blanche eurocentrique, n'a pas de place dans mon étude, mais néanmoins, il y a une agentivité qui pour moi est très intéressante, surtout quand je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais j'ai fait un travail où je compare la possibilité d'agentivité de toutes ces femmes qui sont très diverses, des différentes classes sociales, avec les masculinités hégémoniques et subalternes. Et tout ce que je vois, c'est que les hommes qui osent ou qui tentent de participer dans ces trois espaces que j'ai suivis ont une punition sociale terrible que les femmes qui participent n'ont pas. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas du terme émancipation dans les termes classiques, mais oui, aussi d'une agence qui les identités masculines n'ont pas dans cette sorte de district très conservateur. Je pense que c'est à Julia, je n'ai rien à répondre d'autre.
Alors du coup, pour commencer, je vais essayer de grouper un peu la réponse. Donc par rapport à ta question, Fernanda, sur la formation, et je vais répondre un peu en parallèle à aller sur le portrait un peu de ces personnes. Alors en fait, il y a plein de choses à dire sur la formation. J'en ai fait d'ailleurs une partie de mon mémoire. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'il n'y ait pas nécessairement d'harmonie. En fait, il y a des lois spécifiques au gouvernement de la ville de Buenos Aires qui ne sont pas sur les formations d'assistente gerontológico, qui ne sont pas forcément en fait implémentées ou reproduites à l'échelle du pays. Et dans le programme des formations, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as un peu plusieurs statuts d'assistente selon la formation que tu as et selon un peu le contrat que tu as. Et en fait, pour donner... je peux difficilement parler en termes trop généraux, donc je vais parler un peu à l'échelle du terrain et de ce que j'ai vu. En fait, ce qui est intéressant dans cette institution, donc dans cette résidence, c'est que il y avait aussi bien des AGI, donc des Asistentes Gerontológicos Institucionales, qui étaient employés par l'institution dans un contrat public, on va dire, entre guillemets, et en même temps se côtoyaient aussi des Asistentes Gerontológicos AGD, donc à domicile, en fait, qui avait fait un autre programme de formation et qui était du coup employé sous un statut différent pour faire en fait le même travail. Et un dernier type aussi de personnes qui étaient là, c'était donc des personnes qui se nommaient plutôt ou qui étaient nommées cuidadoras, donc qui travaillaient en fait au sein de l'institution, mais qui étaient employées par la famille d'une résidente pour un peu renforcer en fait l'attention pour avoir on va dire une travailleuse plus dédiée à cette personne-là et renforcer un peu le travail qui était fait. Et donc, ce qui était intéressant dans la formation, mais en fait, c'est un peu le paradoxe, j'ai l'impression, des travaux qui sont faits sur les formations dans le CARE, c'est qu'en même temps, on se dit, et en même temps, ça consacre un peu le fait que ce soit un métier, le fait qu'il y ait des compétences, donc qu'il y ait la nécessité de suivre des cours de formation. À Buenos Aires, par exemple, il y a plusieurs instituts qui donnent des formations. On peut les trouver dans des universités. On peut aussi les trouver dans des organismes privés qui ont passé contrat avec les services publics pour produire ces formations. Il y a aussi toute une dimension de formation continue. Par exemple, dans les enquêtés, il et elle étaient obligés de suivre, alors de mémoire, c'était une 20aine d'heures par an de formation continue pour s'actualiser. Et donc, il y avait... ah oui, et aussi, de mémoire, c'est à partir de 2001 que dans la loi, qu'une loi au niveau de Buenos Aires a été reconnue pour en fait encadrer en même temps les résidences publiques pour personnes âgées et en même temps consacrer un peu la figure de l'assistente gerontológico comme la figure vraiment centrale dans ce travail-là. Donc, il y a un peu façonné aussi la catégorie d'assistente gerontológico. Et ce qui est... Après, toujours sur cette question, différence entre un travail de care naturalisé qui n'est pas considéré comme du travail et le care comme rémunéré, je dirais que oui, cette formation, elle a vraiment un rôle ambigu parce que j'en ai dans mes entretiens et dans mes échanges informels avec les assistantes, je leur ai parlé justement, je les ai questionnés un peu sur ces formations, d'autant qu'au début, je ne comprenais pas vraiment bien comment ça fonctionnait. Et il y avait des discours, en fait, très ambivalents entre le directeur qui m'avait vendu la formation comme le moyen ultime de renforcer le travail de care, le service public, etc. Et derrière, les assistantes qui me disaient, typiquement, un exemple qui m'a marqué, qui me disait bon, ben là, on a une formation, ils vont nous apprendre à changer des couches, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, quoi. Enfin, une espèce, en fait, d'inadéquation entre les besoins et déjà les compétences des assistantes et les formations qui leur sont proposées. Donc aussi, en fait, un espèce de déni, finalement,
des savoirs, des compétences qu'ils et elles ont, et des savoirs déjà là. Et un autre contre-exemple, mais qui va dans ce sens-là, un jour, il y a eu un conflit assez sévère à propos d'une des résidentes qui souffrait de démence et qui avait des comportements particulièrement agressifs, qui avait agressé une des autres dames, qui était assez imprévisible. Et il y a un conflit qui a éclaté entre les assistentes, donc de cette salle, et les travailleurs-travailleuses sociales, qui en gros leur disaient, donc les travailleuses sociales leur disaient non mais il faut lui parler, il faut la raisonner, etc. Et les assistentes qui étaient là, mais oui, enfin merci, c'est ce qu'on fait en fait de manière générale. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on fasse une réunion, qu'on veut des formations pour apprendre à gérer les démences, d'autant qu'il y en a de plus en plus, etc. Et en fait, il y avait une espèce d'inadéquation des formations entre ce que les personnes voulaient et ce dont elles avaient besoin et ce qu'elles savaient déjà très bien faire et ce qui leur était proposé. Donc moi, je l'avais un peu analysé comme ça, le côté des formations. À la fois, ça permet de reconnaître un certain degré de professionnalisme et en même temps, quand c'est pas adapté aux besoins et aux demandes et au savoir déjà des personnes qui sont visées par ces formations, on peut se demander si finalement ça naturalise pas encore un peu le travail qu'ils et elles font. Donc voilà, je réponds assez brièvement. Et du coup, j'en profiterai pour répondre aussi à ta question, Alé, sur le portrait en fait de ces femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors moi déjà, je l'ai très rapidement mentionné dans ma présentation, mais je pense que c'est important de le dire. Je me suis rendu compte au début que j'étais vraiment, en fait, j'avais un biais en fait énorme, alors eurocentré et surtout sur toute personne blanche en fait, et j'avais même pas identifié ce biais un peu de blanchitude entre guillemets. Et du coup, je m'étais pas tellement posé la question jusqu'à ce qu'en fait, je cartographie un peu justement ces différentes personnes qui étaient toutes assistentes ou cuidadoras et qui en fait, qui quelque part faisaient le travail de care auprès de personnes âgées et qui en même temps avaient des statuts différents. Et j'avais un peu du mal je fouillais un peu cette question-là. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les personnes qui n'étaient pas employées en fait par l'institution, donc soit les personnes qui étaient un peu cuidadoras personnelles entre guillemets, donc qui s'occupaient d'une personne en particulier, ou celles qui étaient pas directement, alors j'ai envie de dire fonctionnaire entre guillemets, je calque un peu le vocabulaire, mais qui n'étaient pas directement employées en fait par l'institution publique. En fait, ces personnes, elles étaient vénézuéliennes, péruviennes, paraguayennes, alors que les personnes qui étaient, alors encore une fois, j'incite à prendre avec des pincettes, j'ai pas pu et pas eu le temps, et encore moins avec le confinement, de vraiment cartographier toutes les assistentes qui travaillent dans l'institution, etc. Et du coup, je réponds quand même à prendre avec un peu d'humilité, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'inverse, en fait, les personnes que j'ai interrogées et qui étaient employées par la ville étaient des personnes alors je dirais quand même de classe moyenne ou populaire, mais issus originaires de la capitale et ou de la province de Buenos Aires. Alors que les autres étaient, voilà, comme je dis, on avait paraguayenne, péruvienne, vénézuélienne, etc. Et ça, et cette observation-là, je m'en suis rendu compte une fois avec un conflit justement qui a opposé une des cuidadoras, avec qui du coup après j'ai fait des entretiens, et une des résidentes, où en fait elle lui a proféré des insultes racistes, mais hyper violentes, sur le fait qu'elle était vénézuélienne, qu'elle avait rien à faire là, qu'elle avait qu'à rentrer chez elle, etc. Et en fait à ce moment-là je me suis dit, waouh, là t'es en train de louper un truc, d'avoir un biais eurocentré énorme, quoi. Donc voilà, je vais terminer là-dessus pour cette réponse, mais à creuser, hein, évidemment. Et alors, je vais un peu répondre comme Johanna pour la question sur les comparaisons
entre ce que veut dire être une femme et s'occuper du care en Argentine vs en France, a fortiori avec ce que je viens de dire. Je pense que je vais pas rajouter plus que ce qu'a dit Johanna et sa réponse très sensée sur l'hétérogénéité en fait en Argentine, l'hétérogénéité en France. Et ouais, voilà. Je préfère ne pas faire de généralité un peu hâtive et rester sur sa réponse sage. Bon, merci beaucoup. Restons sages. Je vous remercie à nouveau énormément pour ces 2 très belles contributions qui mettent en valeur le concept du care comme un concept qui vient pour nous poser des problèmes, pour nous poser des questions, soit au féminisme, soit à la société de façon plus large, qui vient vraiment pour montrer toute la poussière qu'on a balayée dessus les tapis, comme on dit chez moi normalement. Et bon, si je ne me trompe pas, c'est notre dernière séance de l'année. Donc, je souhaite à tout le monde qui a resté jusqu'à la fin un excellent fin d'année. Je vous remercie d'avoir resté. Je vous remercie de votre participation. Et bon, voilà, prenons soin de nous et de les nôtres. Et on se voit l'année prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir.